messieurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'élan africain. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire ce dimanche, l'Allemagne resserre ses liens avec l'Afrique de l'Est pour notamment promouvoir le partenariat économique entre les deux parties. Le Japon veut également être actif sur le continent africain. Le Premier ministre Fumio Kishida a promis au Mozambique de l'aider à combattre le djihadisme dans le nord alors qu'il effectuait une visite officielle dans ce pays. Tenu à Bujumbura du 11e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la République démocratique du Congo, on note notamment l'absence du président rwandais Paul Kagame et du chef de l'État William Ruto du Kenya. Accompagné d'une importante délégation d'hommes et d'affaires, le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé jeudi en Éthiopie pour une tournée en Afrique de l'Est qu'il a amené également ce vendredi au Kenya. Un voyage stratégique dont a profité le chancelier allemand pour réaffirmer son soutien à l'idée d'un élargissement du G20 à l'Afrique. Nous voulons soutenir l'Union africaine pour qu'elle obtienne un siège au G20, a déclaré le chancelier à son arrivée à Addis Abeba dans une déclaration diffusée par la chaîne allemande d'information NTV. C'est ce qu'impose le respect du continent et de ses nombreux États, mais aussi de sa population croissante, a-t-il ajouté. Le chancelier s'est aussi rendu lors de son séjour dans la capitale éthiopienne au siège de l'Union africaine qui œuvre actuellement en tant que médiatrice dans nos conflits soudanais. Joe Biden et Emmanuel Macron ont eux aussi plaidé dans le passé pour une entrée de l'Union africaine au sein du G20. L'Afrique du Sud est à ce stade le seul pays africain membre de cet organisme. Après l'Éthiopie, Olaf Scholz s'est rendu ce vendredi au Kenya où il a été accueilli par le président William Ruto. Le gouvernement de la première économie européenne voit un grand potentiel pour des coopérations dans l'énergie et le climat avec Nairobi, comme l'ont indiqué des sources gouvernementales allemandes. Le Kenya, déjà principal partenaire commercial de l'Allemagne en Afrique de l'Est, prévoit de couvrir dès 2030 la totalité de ses besoins à l'énergie par des renouvelables. L'énergie géothermique qui permet de produire de l'électricité grâce à l'eau très chaude dans le sous-sol est le point fort de ce pays et offre d'excellentes conditions à la production d'hydrogène vert qui pourrait à terme être importé depuis le Kenya. En Éthiopie, les pourparlers entre le gouvernement fédéral et la rébellion de l'armée de libération Oromo se sont soldés sur des désaccords, mais la volonté de continuer le dialogue est bien palpable selon les deux parties. En décembre, dans la foulée de la signature de l'accord de paix dans le Tigré, les parlementaires originaires de l'État régional de l'Oromia avaient pressé Abiy Ahmed d'ouvrir les pourparlers. De nombreux spécialistes considèrent que l'Éthiopie ne peut en effet aller de l'avant sans la paix dans sa région la plus peuplée, celle qui en sert la capitale Addis Abeba. Abiy Ahmed en est lui-même originaire. À son arrivée au pouvoir, il y a 5 ans, une partie des rebelles Oromo avait accepté sa main tendue, mais pas Lola. Depuis, les rangs de cette dernière avaient grossi. Il y a régulièrement des escalmouches et des attaques, de nombreux civils tués et les deux camps qui s'accusent mutuellement. Dimanche 23 avril, selon le journal éthiopien Addis Standard, Lola avait confirmé les négociations. Oda Tarbi, porte-parole de cette organisation, avait déclaré que pour parler avec le Roma avait commencé mardi et qu'il devrait durer jusqu'à jeudi. Je tiens à préciser qu'il s'agit de discussions préliminaires destinées à ouvrir la voie à des négociations globales dans un avenir très proche, avait déclaré M. Oda. Pour l'instant, l'accent est mis sur l'instauration d'un climat de confiance et la clarification des positions. Selon ce dirigeant, les pourparlers devraient se dérouler sous la médiation de la Norvège et du Kenya. Il avait ajouté que l'Union européenne, les États-Unis et un bloc régional connu sous le nom d'IGAD
devrait faire partie du processus à venir si les négociations aboutissaient. Le Japon s'engage à aider le Mozambique à combattre le terrorisme dans le nord du pays. C'est ce qu'a annoncé jeudi le Premier ministre japonais Fumio Kishida en visite à Maputo, la province de Cabo Delgado, la plus au nord du Mozambique, riche en gaz, est aux prises en effet avec une insurrection menée par des militants liés au groupe État islamique. Fumio Kishida a rencontré Felipe Nyusi dans la capitale Maputo jeudi. Le Premier ministre effectuait la dernière étape de sa tournée dans 4 pays africains, à savoir l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya et donc le Mozambique. Les deux dirigeants ont discuté d'un projet de gaz naturel dans le nord du Mozambique, dans lequel une entreprise commerciale japonaise a investi. Le projet a été interrompu en raison de l'aggravation de la situation sécuritaire dans le pays. Les deux hommes ont donc discuté des moyens de stabiliser la situation en vue d'une reprise rapide du projet. Le Japon aidera financièrement le combat contre le terrorisme, a déclaré Fumio Kishida lors d'une conférence de presse dans la capitale Maputo, la dernière étape de sa tournée en Afrique. La sécurité est primordiale pour les opérations des entreprises japonaises au nord du pays, a-t-il ajouté. Le Mozambique a placé de grands espoirs sur de vastes gisements de gaz naturel, les plus importants découverts au sud du Sahara, trouvés dans la province septentrionale, en majorité musulmane, en 2010. Si tous les gisements sont exploités, le Mozambique pourrait devenir l'un des 10 plus grands pays exportateurs du gaz au monde, selon les estimations. Mais l'insurrection de ces 5 dernières années, qui a tué plus de 4600 personnes, a mis le doute sur le projet. Le conglomérat japonais Mitsui détient une participation de 20% dans un projet gazier de 20 milliards de dollars dirigé par le français Total Energy, qui est suspendu depuis 2021 à la suite d'une attaque djihadiste sur la ville côtière voisine de Palma. La semaine dernière, le président du Mozambique, Felipe Nyusi, avait déclaré que les conditions étaient réunies pour la reprise des travaux, mais Total Energy ne s'est pas encore engagé à relancer le projet. Le Premier ministre japonais et le président mozambicain ont enfin convenu de l'importance de maintenir et de renforcer l'ordre international fondé sur l'état de droit à la lumière de l'invasion russe de l'Ukraine. Ils se sont déclarés opposés à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo par la force. Ils se sont engagés à ce que le Japon et le Mozambique, tous deux membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, travaillent main dans la main. Le 11e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la République démocratique du Congo s'est ouvert ce samedi à Bujumbura, au Burundi. Le sommet veut trouver des solutions pour mettre fin au cycle récurrent de violence en République démocratique du Congo, lutter contre l'instabilité et promouvoir une paix durable dans la région. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui participe à ce sommet, a lancé dès son arrivée à Bujumbura un appel à la désescalade, à l'apaisement et à la retenue. Le président congolais Félix Tshisekedi a fait lui-même le déplacement au Burundi pour participer à ce sommet, mais on note de grands absents, notamment le chef de l'État rwandais Paul Kagame, accusé à plusieurs reprises de soutenir les rebelles du M23, et le président kenyan William Ruto, qui serait en froid avec Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. La réunion doit examiner les défis dans la mise en œuvre des engagements pris au titre de l'accord cadre signé à Addis Abeba le 24 février 2013. Les chefs d'État et de gouvernement doivent examiner également un projet de feuille de route pour la revitalisation de l'accord cadre en vue de lui donner une nouvelle impulsion afin de répondre de manière plus efficace aux préoccupations en matière de paix et de sécurité dans la région.
130 personnes ont été tuées au Rwanda dans des inondations et glissements de terrain dans la nuit de mardi à mercredi 3 mai 2023. La catastrophe s'est déroulée dans la région du nord-ouest du pays. Selon les médias locaux, c'est l'un des épisodes d'inondation les plus meurtriers enregistrés récemment dans le pays, avec des dégâts matériels considérables et des routes partiellement impraticables dans les provinces du nord et de l'ouest. Les districts les plus touchés sont Rutsiro, Rubavu et Karongi, aux abords du lac Kivu. La Croix-Rouge locale a expliqué que les personnes étaient déjà encerclées par les inondations sans aucun moyen de s'échapper, ce qui expliquerait le nombre élevé des victimes. Les pluies diluviennes ont provoqué des coulées de boue et emporté des habitations. Des champs sont sous les eaux et certains axes routiers sont coupés à cause des glissements de terrain. 2 jours après cette catastrophe au Rwanda, la République démocratique du Congo voisine a été à son tour frappée jeudi soir par des inondations qui ont fait plus de 200 morts dans la province du sud Kivu. Des villages du territoire à l'ouest du lac Kivu, marquant la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ont été submergés lorsque des rivières sont sorties de leur lit, a expliqué Archimède Karebois, administrateur assistant du territoire. Les localités les plus touchées sont notamment Tchabondo, Bushushu et Nyamukubi dans le groupement de Minga Sud. Des centaines de maisons ont été emportées, les champs dévastés et les eaux ont même surpris les vendeurs et leurs clients sur les marchés. Selon l'administrateur assistant du territoire, c'est la 4e fois que de tels dégâts sont causés par les mêmes rivières. Le village de Bushushu en particulier avait été dévasté en 2014 par des pluies diluviennes qui avaient fait des dizaines de disparus. Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, reste prudent quant aux auteurs du massacre du village de Karuma le 20 avril dernier, alors que les rescapés de la tuerie et plusieurs organisations non gouvernementales affirment que l'attaque a été perpétrée par des hommes portant des tenues de l'armée burkinabé. Dans un entretien à la télévision nationale des Burkinabé jeudi soir, le capitaine Ibrahim Traoré a indiqué que le mieux serait d'attendre le résultat des enquêtes qui sont en cours. Nous écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Et les enquêtes sont en cours. On attend que les enquêteurs fassent leur travail et que les gens évitent de tirer des conclusions hâtives. On ne peut pas immédiatement accuser les forces de défense et de sécurité. Donc, c'est la prudence qui est de mise, laisser les enquêteurs aller jusqu'au bout avant de commencer à accuser qui que ce soit. L'objectif d'accuser la FDD, je ne sais pas c'est quoi, c'est de les casser le moral, d'essayer de les... parce que c'est une manière de casser le moral. Voilà, et je ne pense pas que c'est la bonne chose. Pourquoi commencer à accuser directement? Parce qu'on a dit qu'ils sont venus avec des pick-up, c'était les tenues de l'armée et tout c'est ça. J'ai entendu des propos comme ça. Mais pendant cette guerre-là, l'armée a perdu ses blindés, l'armée a perdu ses pick-up, il faut le reconnaître. C'est avec l'ennemi. Les tenues, ce n'est pas nous qui les fabriquons. On paie les tenues de l'extérieur. Donc, combien de fois on a été attaqué par des unités qu'on croyait être nos propres unités? Ils sont nombreux ces pays-là qui ont refusé de nous vendre l'équipement. Refusé catégoriquement. D'autres nous ont dit qu'ils ne nous vendent pas ce qui est létal. Ça veut dire les armes, ils ne nous vendent pas. Donc peut-être que c'est avec les cailloux qu'on va combattre l'ennemi, je ne sais pas. Et même ça, même ce qui n'est pas létal, en termes de blindés et autres, ils sont nombreux ces pays qui refusent de nous vendre. On s'est tourné vers d'autres pays pour acheter. On a beaucoup d'alliés. Voilà. Le départ de l'armée française même ne signifie pas que la France n'est pas une alliée. L'ambassade française est là. Mais on a des alliés stratégiques aussi. Voilà. On a de nouvelles coopérations. On a la Russie, par exemple, qui est un allié stratégique.
c'est ici que nous mettons fin à l'édition de ce dimanche 7 mai 2023. Je vous en rappelle les titres. L'Allemagne resserre ses liens avec l'Afrique de l'Est pour notamment promouvoir le partenariat économique entre les deux parties. Le Japon veut également être actif sur le continent africain. Le Premier ministre Fumio Kishida a promis au Mozambique de l'aider à combattre le djihadisme dans le nord alors qu'il effectuait une visite officielle à Maputo. Tenu à Bujumbura du 11e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la République démocratique du Congo, on note l'absence du président rwandais Paul Kagame et celui du président kenyan William Ruto. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 14 mai 2023. Je vous souhaite une bonne semaine à tous.